Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom La signification des identités multiples dans le monde numérique. Ce séminaire se tournera autour des identités médiatistes, comment Facebook intervient dans la manifestation virtuelle de nos identités, la construction de l'identité sur Facebook, l'identité comme marque personnelle, et enfin, la différence entre identité en ligne et hors ligne. Tout cela avec Dr Ayman Abdelhadi, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Ayman. Dr Ayman, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci, mademoiselle Malak. Et bonsoir, chers étudiants, bonsoir tout le monde. Donc, je suis ravi de vous retrouver encore une fois dans un séminaire concernant toujours ce monde numérique qu'on vit actuellement. Donc, aujourd'hui, on va discuter ensemble, on va expliquer comment il existe effectivement des identités multiples dans le monde numérique. La signification donc de cette multiplicité des identités dans le monde des mondes numériques, donc des plateformes numériques, des médias sociaux numériques, donc. Et en fait, il y a beaucoup des études et des articles concernant cette nouveauté qu'on vit actuellement. Et tout d'abord, j'aimerais vous expliquer comment les identités multiples dans ce contexte numérique ont changé la façon de nos perceptions de la fonction même de la communication. En fait, les identités multiples dans le contexte des mentalités numériques, des esprits numériques, qu'on l'appelle digital minds, renvoient toujours à la capacité d'un individu ou d'une entité numérique à posséder, à gérer et à exprimer plusieurs identités distinctes dans des environnements numériques, virtuels et numériques. Et donc, en fait, ce concept est lié très étroitement donc, avec le monde des médias sociaux numériques. Dans ce cours, dans ce séminaire, on va exposer donc une étude publiée dans un ouvrage publié chez Routledge, intitulé en anglais Virtual Identities and Digital Culture, et l'étude est intitulée Comment Facebook intervient dans la manifestation virtuelle de nos identités. Et le chercheur, c'est Louis Grande-Branger. Pour comprendre comment ces identités numériques donc s'élaborent sur ces plateformes numériques. En fait, dans les espaces numériques, une personne peut créer et maintenir plusieurs identités. Donc, c'est ça l'hypothèse de départ. Et vraiment, tout le monde sait très bien qu'on peut créer, moi et vous, des multiples identités sur les différentes plateformes numériques. On a une identité sur Facebook, on a une autre identité sur Instagram, autre sur Twitter ou X maintenant, aussi sur LinkedIn et etc. Donc, on peut même changer nos photos de profil et le statut aussi. Dans les espaces numériques, une personne ou une entité peut créer et maintenir plusieurs identités
chacune ayant ses propres caractéristiques, comportements et objectifs. Et on sait très bien comment ça fonctionne sur les jeux en ligne. Un joueur peut incarner différents personnages avec des rôles et des apparences variées. Et ces identités multiples peuvent coexister et peuvent interagir aussi de manière indépendante, reflétant différentes facettes de la personnalité ou des intentions de l'utilisateur. Chaque jour, il existe beaucoup de monde, 2,5 milliards de personnes interagissent via Facebook en tant que producteurs, en tant que conservateurs et aussi en tant que consommateurs de contenu. Et ce faisant, elles partagent des informations, elles partagent des opinions, aussi elles partagent des expériences, des expressions et des émotions. Et grâce à ces interactions, les utilisateurs, qu'on l'appelle aussi les internautes, construisent également des représentations de leur propre personne dans les médias. Après tout, Facebook, comme beaucoup d'autres plateformes numériques, est une forme de média. Par conséquent, toutes les représentations qu'on y trouve répondent à des processus d'édition, c'est-à-dire il existe de la sélection et aussi omission et l'accent mis sur l'information. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai trafic sur ce plateforme, Facebook et autres, avec des multiples identités des internautes. Il faut garder l'esprit, l'auteur nous mentionne que lorsque nous interagissons avec quelqu'un sur Facebook, en fait, nous n'interagissons pas avec lui, mais avec une représentation de cette personne. C'est quoi une représentation de l'identité de différents personnes sur Internet? C'est quoi une représentation de la personnalité? Ici, on voit, il faut garder à l'esprit que lorsque nous interagissons avec quelqu'un sur Facebook, nous n'interagissons pas avec lui, mais avec une représentation de cette personne. Donc, les identités multiples dans les espaces numériques peuvent être considérées comme une représentation de la personnalité. Mais de manière fragmentée, flexible et contextuelle, bien sûr. Elles reflètent tout simplement des aspects différents de la personnalité d'un individu ou d'une entité, tout en permettant une exploration et une expression qui ne sont pas toujours possibles dans le monde physique, voir comment. Et c'est pas si facile de comprendre cette identité d'une simple interaction avec cette personne. Cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas réels, juste que ce que nous voyons n'est pas nécessairement toute l'histoire.
Oui, la personnalité humaine est complexe et multidimensionnelle, bien sûr. Et dans le monde numérique, cher étudiant, les identités multiples permettent d'explorer et d'exprimer différentes facettes de cette personnalité. Par exemple, une personne peut expérimenter des traits de personnalité qu'elle n'ose pas montrer face à face, qu'elle n'ose pas montrer dans son environnement physique. On assiste ici à ce certains sociologues appellent l'utilisation des masques. Les rôles qu'on joue sur les plateformes numériques selon différents objectifs. Donc, ces identités numériques agissent comme des masques qui révèlent des aspects spécifiques de la personnalité. Et en fait, les espaces numériques, les plateformes numériques, les médias sociaux numériques offrent un terrain pour expérimenter avec des identités alternatives. C'est pour cela le titre de ce séminaire, la signification des identités multiples dans le monde numérique. Il existe des identités multiples qui est ouvert sur des différentes interprétations. Et peut-être que cela peut aider les individus à mieux s'exprimer, à mieux comprendre qui ils sont, ce qu'ils aiment ou comment ils veulent être perçus. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle les avatars sur les plateformes numériques, dans les jeux en ligne aussi. WhatsApp, on peut utiliser des avatars qui incarnent une version plus confiante ou créative de la personnalité de l'individu, explorant ainsi des traits de personnalité qu'elle souhaite développer. C'est quoi les avatars dans le monde des médias numériques et des plateformes numériques? C'est quoi un avatar dans ce monde numérique? On peut l'expliquer tout simplement. Un avatar, c'est une représentation de la personne qui reflète quelques aspects vrais ou peut-être qui fait allusion à des traits de cette personnalité. Un avatar dans le monde numérique est une représentation visuelle symbolique d'un utilisateur, d'un internaute, d'une entité ou d'un personnage dans un environnement virtuel, et il sert tout simplement d'interface entre l'internaute et l'espace numérique, permettant à l'usager, à cet internaute, d'interagir, de s'exprimer et de se projeter dans des mondes virtuels. Un avatar est une incarnation numérique, est une incarnation numérique d'une personne ou d'une entité. Et bien sûr, il peut prendre la forme d'un personnage, d'une icône, même d'un objet, d'une image. Le terme avatar vient de sanskrit et signifie donc incarnation. Dans le contexte numérique, il représente l'incarnation d'un utilisateur dans un espace virtuel.
Donc, il y a des représentations en ligne de nous-mêmes. Et ces représentations impliquent une variété d'éléments, comme par exemple une représentation visuelle avatar de l'apparence physique de chaque utilisateur qui est construit à travers des photos et des vidéos publiées sur le réseau social, comme les avatars. Une représentation de la façon dont l'individu s'exprime verbalement, soit par des vidéos ou des mots écrits. Une représentation de leur intérêt construite à travers des pages de fans aimées par l'internaute, par l'utilisateur, et une représentation de leur caractère, de leur comportement et de leur personnalité. À travers leur interaction sociale avec le contenu et les représentations des autres utilisateurs. Donc, ces représentations en ligne impliquent une variété d'éléments, une représentation visuelle de l'apparence physique de chaque utilisateur comme les avatars, via des photos, des vidéos publiées sur le réseau social, une représentation de la façon dont l'individu s'exprime verbalement, soit par des vidéos ou des mots écrits, une représentation de leur intérêt construite à travers des pages de fans aimées par l'internaute, l'utilisateur, et aussi une représentation de leur caractère, de leur comportement et de leur personnalité à travers leur interaction sociale avec le contenu et les représentations des autres utilisateurs. Dans cette étude, l'auteur ajoute: ensemble, tous ces éléments construisent une manifestation identitaire de l'utilisateur dont il utilise son propos par une anecdote personnelle. L'auteur, et si récemment j'ai partagé sur Facebook, si je présentais une conférence TED, sur quel sujet supposerais-tu automatiquement que je la présente? Bien sûr, conférence TED, c'est une conférence très, très connue sur YouTube qui s'organise plusieurs fois. C'est très connu comme conférence, TED Talk. Personnellement, le sujet dont je parlerai, donc la parole est à l'auteur, dans un TED Talk serait probablement lié au lien entre les médias et la culture. Cependant, aucun de mes contacts Facebook n'a suggéré cela. Au lieu de cela, ils ont dit des choses comme le véganisme, l'activisme politique et les jeux vidéo. Même si je fais un doctorat en communication, la parole toujours à c'est de Louis Grand Branger. J'ai été critiqué de cinéma pendant des années. La représentation de mon identité créée par mes derniers posts, dans lesquels je mis l'accent sur certains thèmes et n'incluais pas beaucoup de détails de ma vie quotidienne, offrait une version de mon identité aux amis qui répondaient à ma question. En examinant mes messages sur Facebook au cours des mois qui ont précédé cet incident, la plupart d'entre eux portaient précisément sur le sujet suggéré et seulement quelques-uns avaient trait à la communication. Donc, ici, on voit avec cette anecdote personnelle de l'auteur, comment ses amis sur Facebook comprennent leur, comment on dit, comment il peut, ses amis peuvent comprendre l'identité de ce monsieur par rapport donc à ce qu'il peut lire, à ce qu'ils peuvent lire toujours sur
la page Facebook de l'auteur. Et ainsi, il pose les questions suivantes. Mais quels sont les facteurs impliqués dans le processus de partage de ces posts? Au-delà des motivations individuelles et internes de chaque utilisateur, motivés par des intérêts personnels, des usages et des gratifications, il faut se demander quels facteurs externes inhérents à la plateforme interviennent lorsque nous publions du contenu sur Facebook. Et c'est une question importante parce que, puisque notre identité se manifeste à travers chaque interaction que nous avons sur le réseau social, chaque élément qui influence notre comportement finit par façonner cette manifestation de l'identité aussi. Et pour répondre à cette question, l'auteur a examiné quelques éléments de Facebook permettant à ses utilisateurs de manifester virtuellement leur identité et les mécanismes qui influencent la façon dont nous utilisons ces éléments et comment manifestons donc nous notre identité. Donc ici, chers étudiants, on voit ensemble comment les identités multiples dans les espaces numériques peuvent être vues comme une représentation éclatée et flexible de la personnalité. Donc, bien que les identités multiples puissent enrichir l'expérience et l'expression de la personnalité, elles soulèvent des questions sur l'authenticité et la cohérence. Normalement, on peut se poser donc beaucoup de questions. On peut poser aussi des questions ici. Est-ce que ces identités reflètent une véritable exploration de soi ou sont-elles simplement des constructions superficielles? Comment ces identités influencent-elles la perception de soi et des autres? Donc, il y a, dans certains cas, les identités multiples peuvent sembler fragmenter la personnalité et créant des versions distinctes d'une même personne. Cependant, elles peuvent aussi contribuer à une vision plus unifiée de la personnalité en intégrant des aspects qui, dans la vie réelle, resteraient cachés ou inexplorés. Et ici, l'auteur explique, Richard Jenkins, donc c'est un chercheur très connu en matière de communication médiatique, aussi explique que l'identité et la capacité humaine enracinée dans le langage de savoir qui est qui et donc ce qui est quoi. Et cela implique de savoir qui nous sommes, de savoir qui sont les autres, qu'ils savent qui nous sommes, que nous savons ce qu'ils pensent que nous sommes, et ainsi de suite. Tout simplement, l'identité est une construction sociale déterminée par une série de significations attribuées à un individu. Irving Goffman, ce sociologue américain très connu, Irving Goffman, a déclaré que cette construction contient une série de signes consciemment à manifester et un autre groupe de signes qui sont présentés inconsciemment. Dans le premier groupe, manifesté donc, nous avons toutes les choses sur lesquelles nous avons le contrôle lorsque nous manifestons notre identité. Mais le deuxième groupe, il y a des expressions involontaires, langage corporel, expression faciale, processus biochimique du corps, donc, et les hypothèses que d'autres peuvent avoir à notre sujet en fonction de leurs préjugés et de leur interprétation de ces expressions. Donc, les identités ne sont pas rigides et statiques, notamment sur l'univers numérique. C'est tout, c'est le contraire ici. Le contraire est vrai ici.
tout à fait le contraire. Dans ce monde numérique, les identités sont flexibles, ne sont pas rigides et statiques. Notre manifestation de l'identité change et s'adapte aux personnes avec lesquelles nous interagissons et au contexte social et émotionnel auquel nous faisons face dans chaque situation. Et pour comprendre le fonctionnement de ce processus d'adaptation, il y a des chercheurs qui proposent un modèle d'identité multidimensionnel. Ils montrent que les gens ont diverses manifestations d'identité qui tournent autour d'une identité centrale formée par des attributs personnels. Donc tout le monde, moi et vous, chers étudiants, on a ce qu'on appelle l'identité centrale, des caractéristiques et un sens de l'identité. Et ces multiples manifestations sont construites et adoptées par rapport à l'environnement social dans lequel se trouve la personne, en prenant des éléments du noyau et des identités d'autres personnes présentes dans l'environnement. Et ainsi, si un individu se trouve dans un environnement académique, comme nous par exemple, il manifestera une identité en fonction de ce contexte. Donc, vous avez des identités en tant qu'étudiant. Et moi aussi, j'ai une identité en tant que professeur. Il y a des identités formelles, des identités officielles, des identités qui matchent toujours avec l'environnement où on travaille, où on étudie. Donc, mais aussi, il y a, s'il est avec ses amis et sa famille, nous aussi manifesterons toujours une identité plus décontractée. Et ce processus se déroule également sur Facebook. Sur ce média social, les utilisateurs adaptent leur manifestation d'identité à l'environnement créé tant par les caractéristiques du média social que par leurs abonnés ou amis. Donc, il y a un processus d'adaptation d'identité sur ce plateforme. Il y a une adaptation. Les utilisateurs, les internautes, moi et vous, on adopte toujours les manifestations d'identité à l'environnement créées tant par les caractéristiques du média social que par leurs abonnés ou amis. Mademoiselle Malak, cher étudiant, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Tout est clair? Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut discuter à propos de quelque chose qu'on a déjà expliqué maintenant ou évoqué? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. C'est pas seulement des questions, si par exemple des opinions, des points de vue, discussions. Je pense que tout est clair et jusqu'à maintenant, personne n'a O- Ok, ok, rien à mademoiselle Malak, dire. Donc, c'est très bien. Donc, vous pouvez je vais continuer. continuer. Bon, merci. Donc, les identités sont une construction sociale collective puisqu'elles impliquent la somme totale de chaque manifestation d'identité réalisée par un individu et l'acceptation de ceux qui l'entourent qui reçoivent ces manifestations. Euh, c'est clair que chacun parmi nous, donc, peut-être quelquefois, il se pose toujours des questions à propos de son identité. Et c'est un peu compliqué quand même de connaître la vraie ou l'identité réelle de chaque personne. Ici, on parle de représentation, hein, d'une construction sociale collective. Cela signifie qu'en manifestant notre identité, nous nous engagions dans un double processus d'auto-actualisation et de comparaison. Ainsi, la construction de nos identités est une expérience sociale qui se fait à travers la communication, puisque l'échange sémiotique
dans les processus de communication est la condition de base pour la formation et la transformation de l'identité personnelle en tant qu'entité cohérente. Et c'est quoi l'échange sémiotique? Ça veut dire l'échange de signes, la signification des choses. Cette expérience sociale est reproduite lorsqu'elle est vécue par le biais de publications sur Facebook. Cependant, cette médiation technologique de l'échange communicationnel est altérée par l'intervention des caractéristiques de la plateforme des médias sociaux. Donc, il y a des caractéristiques des médias, des plateformes des médias numériques, médias sociaux numériques, et donc les internautes, les utilisateurs doivent comprendre ces caractéristiques pour mieux s'adapter avec ces plateformes numériques et pour bien s'exprimer leur identité sur ces plateformes. Autres chercheurs soulignent qu'avec Internet, les individus ne sont plus de simples consommateurs passifs, bien sûr, mais deviennent des médias à part entière. Donc, nous sommes des médias avec Internet. Nous sommes des médias à part entière. Sur les réseaux sociaux, chacun est à la fois producteur et conservateur de contenu, échangeant des publications avec son réseau. Cette dualité donne naissance au concept de prosommateur, ça veut dire producteur-consommateur, ou aussi productrice-producteur-utilisateur. Ces interactions en ligne permettent aux utilisateurs de construire leur identité à travers les contenus partagés. Chaque personne façonne délibérément, intentionnellement, son image publique en contrôlant les informations qu'elle choisit de partager, d'omettre ou de mettre en avant. Les plateformes sociales facilitent ainsi cette construction identitaire en limitant les éléments involontaires ou inconscients, créant ainsi une représentation de soi ou avatar que je viens de l'expliquer. Avatar, très important comme concept ici dans ce contexte des médias numériques. Fonction principale d'un avatar, représentation de l'utilisateur. L'avatar permet à un utilisateur de se matérialiser dans un environnement numérique, que ce soit dans un réseau social ou un métaverse ou un jeu vidéo. Il sert d'outil pour interagir avec d'autres utilisateurs, avec l'environnement numérique. Et bien sûr, l'avatar permet à l'utilisateur d'exprimer son identité, ses goûts, s'exprimer ses émotions et ses aspirations. Donc, et bien sûr, il y a des différents types d'avatars. Il y a des différents types d'avatars chez l'étudiant. Il y a les avatars personnalisés créés par l'utilisateur pour refléter son apparence, sa personnalité ou ses préférences. Aussi, il y a les avatars abstraits, représentation symbolique ou minimaliste, comme une icône par exemple. Et il y a les avatars prédéfinis, proposés par une plateforme ou un jeu avec des options limitées de personnalisation. Et bien sûr, il y a les avatars de l'intelligence artificielle, des avatars contrôlés par les IA, donc les intelligences artificielles, utilisées pour des assistants virtuels, comme les chatbots, bien sûr. Bon, la question de l'influence des médias sociaux sur nos publications reste centrale, interrogeant la manière dont ces plateformes orientent nos choix et notre expression en ligne. Lorsque nous interagissons les uns avec les autres, nous explique l'auteur, par le biais d'une communication assistée par ordinateur, les expéditeurs s'engagent dans une auto-présentation sélective. Les expéditeurs peuvent être plus délibérés sur le choix des éléments de message qui transmettent leur impression la plus désirée en ligne que dans un discours spontané, c'est-à-dire qu'ils peuvent se présenter dans une version plus agréable ou plus agressive d'eux-mêmes par rapport à leur persona. Personnalité, ça veut dire non médié. C'est ce qu'on appelle la communication hyper-personnelle. Et toutes les interactions numériques sont limitées par la programmation du logiciel et l'interface construite pour l'échange.
Et à mesure que nos interactions sont de plus en plus médiatisées par des programmes informatiques, des systèmes d'exploitation et des applications, les caractéristiques de conception des différentes interfaces et règles opérationnelles de la programmation avec laquelle ces médias travaillent, définir dans de nombreux cas le comportement que nous avons en communiquant. Et donc la façon dont nous créons et éditons le contenu est modifiée, non seulement par le fait que ces matériaux sont numériques en eux-mêmes, mais parce que les processus de génération des médias sont soumis au logiciel qui régit l'environnement dans lequel nous opérons. Donc, le contenu que nous publions sur les médias sociaux est également influencé par des éléments de conception présents sur chaque interface de plateforme qui nous informent de la façon dont nous pouvons utiliser les éléments de plateforme et nous persuadent, nous, sans être déterministes, de les utiliser de manière spécifique. C'est ce qu'on appelle les affordances. Donc, les avantages ne servent pas seulement à guider l'utilisateur pour qu'il sache comment utiliser la technologie, mais en même temps, ces éléments de conception limitent les options de l'utilisateur, ce qui rend plus difficile l'utilisation de la technologie d'autre façon. Et cela, bien sûr, a une influence particulière sur Facebook, puisque la façon dont son site web est conçu, c'est-à-dire ces éléments, ce que le design permet ou ne permet pas à l'utilisateur de faire, influe sur la façon dont nous socialisons sur ces médias sociaux. La logique des médias aussi, la logique des médias sociaux englobe un ensemble d'éléments qui influencent à la fois les contenus des plateformes et les comportements des utilisateurs. Bon, la logique des médias. J'aimerais, chers étudiants, aussi d'expliquer aussi c'est quoi les affordances, c'est central dans le domaine de la psychologie, du design. Il désigne les possibilités d'action qu'un objet, un environnement ou une interface ici de le Facebook offre à un utilisateur. Ce sont les actions potentielles que l'utilisateur perçoit et peut réaliser en interagissant avec un système. Donc, et c'est très important dans le domaine de interface des plateformes numériques. Et bien sûr, cela influence aussi comment on peut former l'identité sur ces plateformes numériques. La logique des médias sociaux englobe un ensemble d'éléments qui influencent à la fois le contenu des plateformes et les comportements des utilisateurs. Cette logique repose sur quatre principaux éléments, dont la programmabilité. La programmabilité, et celle-ci désigne la capacité d'une plateforme à manipuler le contenu pour créer une expérience utilisateur UX fluide, donc, et à orienter les contributions créatives ou communicatives des utilisateurs. Inversement, les utilisateurs, par leur interaction, peuvent aussi influencer le flux d'informations. La logique des médias sociaux numériques combine donc des caractéristiques techniques comme les algorithmes, logiciels, fonctionnalités, des caractéristiques sociales aussi, participation humaine, tendance générée par les utilisateurs et modération humaine qui détermine ce qui est autorisé ou non. Ces éléments techniques et sociaux interagissent pour façonner l'écosystème des médias sociaux. Il y a aussi la popularité. C'est toujours selon deux chercheurs Van Dyke et Powell en 2013. La popularité et la connectivité. Popularité, cette dimension fait référence à la façon dont les médias sociaux accordent la priorité et l'importance au contenu et aux utilisateurs. Chaque réseau social a ses propres façons de compter la popularité. Et dans le cas de Facebook, vous voyez cela se refléter dans le nombre d'amis qu'un utilisateur a et le nombre de réactions, likes ou autres
émoticônes, donc les émotions et les icônes des émotions pour s'exprimer ou pour exprimer les émotions et les commentaires aussi, dans un post avec le nombre de fois que le contenu est partagé par d'autres. Et à cause de cela, ces réactions deviennent une sorte de monnaie ou de récompense désirée par les utilisateurs de la plateforme, ce qui, à son tour, les motive à faire des messages plus similaires afin qu'ils puissent gagner plus de réactions. Et bien sûr, cela influence d'une manière exagérée quand même, la formation de l'identité des internautes sur les plateformes numériques, notamment sur Facebook. La connectivité, les médias sociaux ont toujours été promus comme un moyen de connecter les êtres humains, et ceci est écrit dans la mission d'entreprise même de Facebook, qui est de donner aux gens le pouvoir de construire une communauté, ça veut dire une identité, et de rapprocher le monde. Les gens utilisent Facebook pour rester en contact avec leurs amis et leur famille. Et donc, la connectivité fait également référence à l'accessibilité sociotechnique des plateformes en réseau pour relier le contenu aux activités des utilisateurs et des annonceurs, ainsi qu'aux marques et aux entreprises aussi. La datafication aussi désigne la transformation par les plateformes en réseau de divers aspects du monde comportement relationnel contenu en données quantifiables permettant d'analyser les préférences, bien sûr, et de prédire les comportements des utilisateurs et aussi de comprendre leur identité. Et selon Van Dijk et Powell, cette datafication repose sur trois éléments clés qu'on a déjà expliqué: la programmabilité, manipulation du contenu et orientation des contributions, et la popularité, ça veut dire la mesure de l'engagement, et la connectivité, lien entre utilisateurs et entreprises. Sur Facebook, ces éléments sont intégrés dans la conception de la plateforme, incitant les utilisateurs à générer du contenu, à interagir et à rechercher une validation sociale comme les likes. Les utilisateurs deviennent ainsi habiles dans l'autopromotion, tandis que les annonceurs et autres acteurs exploitent ces données à des fins commerciales ou professionnelles. La datafication alimente donc à la fois les comportements des utilisateurs et les stratégies des parties prenantes. Euh, le profil Facebook, bien sûr, on a tout le monde ici, tous les participants ici, on a bien sûr des comptes Facebook, des pages Facebook. Donc, si nous sommes 15, il y a 15 identités différentes sur cette plateforme, sur Facebook. Le profil Facebook est structuré autour aussi de 8 sections principales qui forment l'identité. Le nom, la biographie, les renseignements, les photos de profil, photos de couverture, photos en vedette, la liste d'amis et le mur. Chacune de ces sections permet aux utilisateurs de manifester leur identité à travers un double processus d'auto-catégorisation, ça veut dire se définir soi-même, et de comparaison sociale, ça veut dire se mesurer aux autres. Ces sections sont également influencées par la logique des médias sociaux qui façonnent le contenu partagé et par extension l'identité en ligne. Cette logique crée une relation entre les éléments du profil et l'identité numérique que les utilisateurs construisent, transformant ainsi leur identité en une marque personnelle. Mais, chers étudiants, ça veut dire qu'on peut analyser, en analysant le profil donc de l'internaute, on peut comprendre l'identité de cet internaute, tout simplement. Construction de l'identité sur Facebook.
Lorsque les utilisateurs interagissent sur Facebook, la plateforme médiatise et modifie leur manifestation d'identité. Les affordances, ça veut dire les possibilités offertes par la plateforme, permettent aux utilisateurs de traduire leur identité en une représentation médiatique via des processus d'édition, répondant ainsi à la logique des médias sociaux. Donc, il existe cette logique des médias sociaux qu'on doit s'adapter pour former notre identité. Donc, cette identité est ensuite reçue par d'autres utilisateurs qui la valident ou non à travers des réactions, likes, commentaires, créant ainsi un cycle de construction et de validation de l'identité. L'identité doit être validée. Comment? Par les likes, par les commentaires. Les sections non, info, bio, biographie et photo, pardon, travaillent ensemble pour construire un avatar ou une identité numérique. Cette identité confère de la valeur, du sens, de la crédibilité, de l'autorité et de la familiarité aussi aux messages publiés sur le mur ou aux commentaires laissés sur le contenu d'autres utilisateurs. Ces messages, à leur tour, renforcent l'identité de l'utilisateur, créant un cercle donc, vertueux de production et de curation de contenu. Donc, l'auteur est bien analysé comment on peut construire notre identité sur Facebook, donc toujours dans son ouvrage, dans son étude intitulée Comment Facebook intervient dans la manifestation virtuelle de nos identités de Louis Grand-Oranger, et donc publié dans l'ouvrage très important Virtual Identities and Digital Culture, edited by Victoria Canine and Aaron Langille. Donc, il a bien expliqué comment on peut construire l'identité sur Facebook. Et aussi, il a bien expliqué comment on peut construire l'identité comme marque personnelle. Sur Facebook, les utilisateurs deviennent des producteurs et conservateurs de contenu, similairement à la manière dont les entreprises gèrent leurs marques sur les médias traditionnels. Notre identité en ligne devient une marque personnelle façonnant le contenu que nous partagions pour qu'il résonne avec cette marque. Et cette marque est le lien entre l'utilisateur et son contenu perçu par les consommateurs, amis et autres utilisateurs. Et ce lien, bien sûr, crée une relation de valeur réciproque similaire à celle entre une entreprise et ses produits et services. Les utilisateurs ont tendance à publier sur un nombre limité de thèmes, même si certains pensent couvrir une grande variété de sujets. Cette curation de contenu, qu'elle soit spécifique ou diversifiée, définit leur marque identité en répondant à la logique des médias sociaux. Les utilisateurs adoptent des comportements qui promouvent et qui renforcent leur marque personnelle. Un phénomène normalisé et largement accepté, notamment chez les jeunes adultes et les adolescents qui cherchent à gagner en popularité et en reconnaissance. Bon, c'est quoi la différence entre identité en ligne et hors ligne? Donc, l'identité en ligne diffère de l'identité face à face car elle construit sur l'influence des affordances de la plateforme et de la logique des médias sociaux. Cette identité numérique est renforcée par le contenu partagé qui génère une relation réciproque motivant l'utilisateur à continuer à participer aux échanges communicationnels sur la plateforme. Ainsi, l'identité en ligne devient une marque qui évolue et se renforce à travers les interactions médiatisées par Facebook. Et comme conclusion, en guise de conclusion, avec donc cette étude en résumé, Facebook transforme notre identité en une marque personnelle en nous incitant à produire et à curer du contenu qui résonne avec cette identité. Et cette marque est façonnée par les sections du profil, les interactions sociales et la logique des médias sociaux, créant une représentation de soi qui est à la fois validée et renforcée par les autres utilisateurs et ainsi
Donc, lui est grand rangé dans son étude, a conclu comment Facebook intervient dans la manifestation virtuelle de nos identités. Et j'ai choisi donc cette étude qui illustre très très bien comment on peut comprendre la signification des identités multiples dans le monde numérique en prenant l'étude de cas de Facebook. Donc, et ainsi, c'est terminé donc cette présentation de ce séminaire et j'attends s'il y a des questions ou une discussion, Mademoiselle Malak. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Alors, pour ceux qui nous demandent des présentations, vous les aurez dès que vous aurez les certificats de participation. Nous sommes un peu en retard concernant les certificats de participation, car il y avait un petit problème et nous l'avons réglé. Et bien sûr, Inch'Allah, nous vous accorderons les certificats de participation. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Tout le monde peut m'entendre, n'est-ce pas? Oui, je pense. Ah voilà, on a Asnadi. Ouais. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Asnadi, la parole est à vous. Asnadi, la parole est à vous. Quelle est votre question? Vous avez accès au micro. Vous pouvez cliquer sur l'icône du micro pour l'activer. Il peut écrire aussi. Oui, bien sûr, s'il a un problème de connexion, bien sûr, il Ouais, peut l'écrire via le chat. c'est très bien. Donc, jusqu'à l'arrivée de Asnadi. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, vous pouvez soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Alors, si vous me permettez, docteur, j'ai un tout petit soupçon. Je ne sais Oui, pas pourquoi. Concernant la communauté Facebook, alors si par exemple j'ai fait une page, voilà, j'ai inséré mon profil, tous mes informations, etc. Le problème, c'est comment on peut attirer plus d'attention à ma page, par exemple, ou à mon profil. Par exemple, je fais beaucoup de publications, je fais tout et je présente des choses. Mais comment les vues peuvent s'augmenter? Y a-t-il un moyen ou bien cela dépend du contenu ou bien je sais pas. Docteur? ah oui, tu m'entends? Oui, oui, nous pouvons vous entendre maintenant. C'est très bien. Donc, la page Facebook, le problème, c'est une page personnelle. Et donc, ça dépend ta communauté. Ça veut dire, c'est une page, comme Mademoiselle Malak
créer une page Facebook avec un compte Facebook. Puis, il y a des amis de Malak, donc, de cette communauté. Ces amis, ce sont des nouveaux amis, donc peut-être, et il y a d'autres gens qu'on ne connaît pas qui veut nous rejoindre sur la page. Et donc, le secret, c'est toujours les posts. Les posts qu'on écrit sur, sur toujours nos pages Facebook. Euh, Parfois, il y a des gens, pour attirer l'attention, écrivent quelque chose qui fait un débat, qui n'est pas tout à fait évident. Pour attirer beaucoup d'attention sur une page Facebook, donc cela nécessite une stratégie bien pensée, combinant toujours les contenus et ce qu'on appelle l'engagement communautaire aussi. Et par exemple, vous pouvez créer du contenu de qualité, utiliser des images, des vidéos, infographies sur des thèmes, des nouveaux thèmes. Donc, les publications visuelles génèrent toujours plus d'interactions. Les publications visuelles. Et bien sûr, les contenus utiles. Vous pouvez faire des contenus utiles. Par exemple, si Mademoiselle Malak a beaucoup d'expérience par exemple, dans le domaine de communication skills ou, par exemple, dans marketing ou management, donc le marketing ou aussi, par exemple, vous pouvez faire des contenus utiles dans ces domaines d'expertise, partager des informations pertinentes, des conseils, des astuces. Et bien sûr, il y a aussi le secret de contenu émotionnel. Les publications qui suscitent des émotions, partagent de la joie, l'inspiration, ont tendance à être toujours plus partagées. Et aussi, vous pouvez faire des contenus interactifs. Par exemple, vous pouvez faire des compétitions, pourquoi pas. Vous pouvez, par exemple, faire des compétitions culturelles à propos de livres, à propos de certains thèmes qui peuvent attraper les amis et même des autres gens qui ne sont pas directement dans nos communautés. Donc, poser des questions, organiser des sondages, des quiz. Et bien sûr, il faut, Mademoiselle Malak, publier régulièrement et au bon moment. Ça veut dire choisir les meilleurs moments pour faire les posts. C'est bon, c'est clair? Oui, non? Oui, c'est très clair, docteur. Merci infiniment. Ouais, c'est Tout le avec plaisir. monde, tout Je le pense monde, qu'il pour n'y a ceux... pas de questions. Ah bah tout est clair chez eux, hein. Personne Ah, vont bon, dire on n'a rien compris. J'en suis oui, sûre et certaine, hein. c'est très bien. Tant mieux. Ouais, je pense que tout est clair et tout le monde a Ouais, bien ouais, compris et ont c'est totalement très bien. appris de votre expérience, docteur. À la Merci fin beaucoup. Ouais. du séminaire d'aujourd'hui, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, merci beaucoup. Merci pour ce séminaire. Donc, et aussi la participation de mes chers étudiants et la participation aussi de vous-même, Mademoiselle Malak. Donc, c'est bien. C'est toujours, c'est ravi toujours d'être parmi vous ici avec mes étudiants et de faire ces séminaires. Et en attendant d'autres, Inch'Allah, d'autres sujets intéressants pour échanger l'expérience avec mes chers étudiants. Merci, merci infiniment. Je pense que nous avons une question avant de terminer ce séminaire, qui est de Jiao Kana.
J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Quel est le rôle des médias dans le domaine du management entrepreneurial? Mais c'est pas le sujet de. Je pense que c'est pas le sujet de ce séminaire, à peu près. Le rôle des médias, dans cette quelle perspective il veut dire dans le domaine? Dans le domaine du management entrepreneurial. Si c'est pas dans le Oui, domaine, mais je pense que ce n'est pas, il n'y a pas de rapport avec, avec le titre, avec le sujet de ce séminaire. Euh, ok, aux De quelle participants, perspective il veut vivre? ok, à nos participants, veuillez s'il vous plaît poser des questions concernant le séminaire d'aujourd'hui, hein. On peut pas poser des questions hors du séminaire ou du contenu du séminaire d'aujourd'hui, d'accord? Ouais. Parce que je pense que, oui, bien sûr, les médias jouent un rôle crucial dans ce domaine, mais on parle aujourd'hui sur le domaine des médias numériques concernant comment on peut former nos identités sur les plateformes numériques. Mais c'est une question tout à fait spécialisée dans le domaine de management. Ok, je pense que nous avons une réponse de Jiao Kana, Oui, Jiao Hania, Jiao, oh là là, oui, oui. Jiao Haria. C'est une question de divers rapports à son vécu, son expérience. Alors là, j'ai pas très bien compris, moi. Oui, oui, je pense que c'est une question diverse par rapport, ça veut dire sa question dépend par rapport à son vécu, son expérience. Ça dépend, elle veut dire ça dépend. La réponse de la question dépend de l'expérience même. Mais il y a un autre étudiant qui nous mentionne que les médias jouent un rôle clé dans le management entrepreneurial en facilitant la communication, la promotion de l'image de l'entreprise et en renforçant les stratégies de marketing et relations publiques. Bien sûr, ça c'est vrai, mais c'est un autre sujet concernant donc un autre thème. Peut-être vous pouvez, euh, par exemple, Mademoiselle Malak, vous pouvez faire un séminaire avec mes collègues, donc avec mes chers professeurs dans le management. Oui, oui, c'est entendu. Pour ceux qui veulent la suggestion, veuillez s'il vous plaît de m'envoyer via WhatsApp ou encore via les tickets et nous la prenons en considération. D'accord? C'est très bien. À la fin, à la fin du séminaire, j'aimerais totalement et sincèrement vous remercier, Docteur Ayman, pour tous vos Avec efforts et plaisir, pour mademoiselle Mala. ce contenu qui est totalement viral et demandé dans le domaine du XXe siècle ou bien du Oui, XXIe siècle. exactement, exactement. Merci Car beaucoup. on est dans une évolution et comme vous le savez, Oui, bien sûr, bien sûr. et merci infiniment à nos participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention à tout le monde, il y a un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Et vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous et nous vous verrons, Merci beaucoup. Inch'Allah, dans nos prochains séminaires ou encore le samedi avec le sujet Inch'Allah. d'un séminaire très très demandé
qui est la recherche d'emploi, les méthodes et les techniques de recherche d'emploi. Nous avons encore l'histoire concernant la mathématique avec la superviseure de l'université Midoshen, Dr. Kutshatsin. Et enfin, comment réussir un entretien d'embauche. Un séminaire également et totalement demandé et que nous allons vous le donner avec l'une des plus incroyables entrepreneuriats et leaders féministes, Siti Maganshka. Siti Abdallah Maganshka. J'espère que j'ai bien prononcé le nom également. Donc, merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée, Ramadan Karim. Et à tous les mamans du monde, bonne fête des mères pour demain, qui aura lieu Oui, demain. oui. Nous vous souhaitons une très très belle fête des mères. Passez une agréable soirée. Au revoir. Merci beaucoup, mademoiselle Mara. Au revoir.